relations, société et les dépendances. Donc, mon nom est Joanie Ouellette et je suis conseillère en développement à la formation continue ici à l'Université de Moncton et je serai votre animatrice aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, le webinaire sera enregistré et il sera envoyé par courriel par la suite à toutes les personnes inscrites. Donc, c'est important de bien garder votre caméra et vos micros fermés tout au long du webinaire. Et finalement, il y aura une période de questions à la toute fin. On aura 10-15 minutes pour répondre à des questions. Donc, on vous invite à utiliser le forum de discussion ou bien à lever la main pour poser vos questions. Alors, le webinaire d'aujourd'hui est présenté en collaboration avec le CNFS volet de l'Université de Moncton et il est présenté dans le cadre de notre certificat sur les dépendances. À noter qu'il y aura une session d'information sur notre certificat sur les dépendances ce jeudi 21 décembre à midi et le lien pour vous inscrire vous sera envoyé par courriel à la suite du webinaire. Donc, rapidement, je vais passer je vais vous présenter notre conférencière d'aujourd'hui, pardon. Alors, Magali Lefebvre est une femme biraciale d'un père haïtien et d'une mère québécoise. Elle est détentrice d'une thèse de maîtrise en sociologie, spécialisée en études féministes et de genre, et elle explore particulièrement les tensions raciales au sein des familles interraciales, ainsi que ses impacts sur la construction identitaire des enfants mixtes. D'ailleurs, son premier ouvrage sur le sujet vient d'être publié avec la maison d'édition Hurlante Éditrice. Actuellement, elle est professeure de sociologie au Cégep de Rivière-du-Loup et elle est chargée de cours dans la même discipline à l'Université de Moncton. Elle s'intéresse à l'éthique et à la pédagogie. Elle est également chercheure principale sur un projet nommé Analyse critique des obstacles de diplomation chez des étudiants et étudiantes racisés de niveau collégial hors des grands centres urbains au Québec. Donc, Magali, je te passe la parole. Marie-Frédérique avait un petit 30 secondes aussi, donc je te relance la balle. Merci Magali, vraiment très, très rapidement, là, Marie-Frédérique qui est coordonnatrice à la formation continue. On a la chance aujourd'hui d'avoir Magali comme conférencière. Je vais juste prendre 30 secondes pour sensibiliser les gens au respect dans les commentaires, au respect dans vos affirmations. Donc, je vais agir en tant que modératrice aujourd'hui pour s'assurer que tout le monde puisse avoir un moment de discussion agréable. Donc, Magali, à toi la parole. Merci beaucoup, tout le monde. Donc, allô, tout le monde. Merci d'une part à l'Université de Moncton de diversifier les voix dans les webinaires comme celui-ci. J'accorde beaucoup de valeur au fait de redonner la parole aux personnes de couleur pour parler des enjeux de leur propre communauté et qui les concernent. Merci également à tout le monde qui s'est déplacé, qui a pris le temps dans votre journée pour venir entendre parler de cette thématique. Vous êtes toutes ici pour des raisons qui sont complètement différentes. J'espère que la conversation, ou plutôt mon monologue là, dans les 45 premières minutes, apporterait quelques éléments de réflexion, des petits morceaux de casse-tête de plus en information ou en questionnement dans votre bagage personnel et professionnel. L'objectif étant que quand on traîne dans les milieux de l'éducation, c'est d'agrandir ses perspectives, de les confronter, de les approfondir et d'évoluer telles quelles. Donc, comme elles ont dit, je suis Magali Lefebvre. Aujourd'hui, je n'utilise pas de support visuel pour le webinaire. Je m'excuse. Alors que vous soyez en présence ou que vous réécoutiez ceci en rediffusion ou que ce soit dans le cadre du certificat sur les dépendances, vous pouvez l'écouter un peu sous le mode balado, podcast, là, dans le sens que vous pouvez faire autre chose en même temps. Vous pouvez ajuster vos skis, faire marcher votre chien, vous pouvez laver le fond du bain. C'est toujours important de laver le fond du bain. Ou bien sûr, me regarder pendant les prochaines 45 minutes. Je me suis mis belle pour vous, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, les informations vont être présentées en bloc. Donc, je vais commencer par une brève mise en lumière sur la colonisation au Canada. Ensuite, j'aborderai la décolonisation. Et ensuite, je vais terminer. Mon Dieu, il faudrait que je coupe mon son parce que je reçois c'est vraiment fort quand j'ai des notifications. Et je terminerai avec le concept d'intersectionnalité qui nous permet de comprendre l'enchevêtrement de tous les faits sociaux et de toutes les dynamiques ensemble. Et voilà.
évidemment, ça va parler de dépendance, mais tout va y aller en entonnoir un petit peu. Donc, avant de décoller, il y a une petite mise en garde. On s'entend tous et toutes là, que le titre du webinaire peut apparaître très, très large hein, et que ça peut sembler d'emblée problématique. Dans ma pratique enseignante, il m'est demandé de donner des cours théoriques de 3 heures hein, sur des thématiques très précises. Puis honnêtement, je pourrais te parler de décolonisation pendant bien plus que 3 heures. Et il y a 3 thématiques aujourd'hui. Donc, c'est tout un défi de parler de tout ça en maximum 50 minutes, mais je vais tenter de le relever. Aussi, lorsque je vais parler des personnes de couleur, je vais parler principalement de tout groupe racialisé comme autre, hein, entre guillemets, donc qui ne fait pas partie du groupe dominant blanc. Je parle particulièrement de racisme anti-noir dans mes propos parce que c'est ma spécialité, hein, c'est mes acquis épistémologiques, mes connaissances, mon expérience, mes travaux de recherche sont vraiment ancrés dans les études critiques de la race, les études de la blanchité et les Mixed Race Studies. Donc, vous allez voir que ça trame beaucoup là, mes réflexions. J'entends déjà certains d'entre vous affirmer qu'il est malhonnête d'aborder sur le même piédestal les enjeux de décolonisation envers les personnes noires que les enjeux des multiples communautés autochtones au Canada. Je suis complètement d'accord. On ne peut pas comparer les uns avec les autres, hein, les mettre dans le même panier. Ce n'est pas du tout mon objectif. Et pas mettre non plus tous les autres groupes de personnes de couleur au Canada, les autres groupes racisés, hein, qui ont toute leur histoire propre au Canada. Hein. Les Chinois ont leurs histoires, les gens des Philippines aussi. Chaque histoire est arrivée dans des espaces-temps différents au Canada, puis elles doivent toutes être décolonisées à l'interne par les membres de leur propre groupe distinct. Hein. Donc, évidemment, je ne couvrirai pas tout ça. Mon objectif est vraiment juste de démontrer comment les rapports d'oppression, hein, les rapports de pouvoir raciaux, ont des effets similaires en quelques points sur tous les groupes non blancs au Canada. Donc, que vous soyez autochtone, latina, asiatique, noir, immigrant, métissé, hein, que vous soyez adopté ou que vous êtes né ici, le simple fait que votre phénotype de peau, hein, la couleur de peau ne soit pas blanc, vous êtes d'emblée plus à risque de microagressions fréquentes, hein, au plus positif, ou de maltraitance au quotidien, là, dans le pire des cas. C'est vraiment un continuum. Puis la manière dont les gens sont visuellement racisés, sont perçus dans l'espace public, dépend largement de ce que les gens pensent d'eux, hein, finalement. C'est-à-dire que c'est la première chose qu'on voit. Hein. Les stéréotypes raciaux ont été construits en leur défaveur par rapport à ce qu'on voit, et ce, depuis l'époque coloniale. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais partir de la colonialité puis qu'on va y aller en coulant. Donc, le racisme, évidemment, est au centre de mes analyses. C'est un peu la colonne vertébrale là, de mes réflexions que je vais partager avec vous. Ensuite, donc, par contre, je tenais quand même à dire qu'il était vraiment indispensable pour moi de faire mention de la réalité de la colonisation des peuples autochtones, même si je n'y vais pas en profondeur, parce qu'elle est réelle et elle doit absolument être nommée, renommée. Et même si je suis d'accord que la décolonisation des Autochtones préfère un objet d'un cours de 100 heures, hein, et toutefois, je ne suis pas autochtone, puis ce n'est pas mon rôle de prendre le spotlight sur la question. Puis, en fait, il y a un livre qui a une autre qui vient de Robin Maynard et de Leanne Betsamoké-Simpson, hein, qui est noire et autochtone, qui ont travaillé ensemble et qui réfléchissent de manière simultanée les enjeux coloniaux. Puis c'est quelque chose que je valorise énormément. Hein. Je pense que c'est vraiment puissant d'honorer les histoires de l'un et l'autre, de souligner les luttes des autres pour révolutionner nos douleurs, nos réalités, nos histoires, hein, qui ont toutes les deux été effacées, manipulées, instrumentalisées. Donc, je le souligne dans mes travaux, comme mes collègues autochtones soulignent souvent les luttes de racisme anti-noir dans leurs travaux. Donc, ce n'est qu'une solidarité et non un amoindrissement de nos enjeux. Donc, cela étant dit, il peut y avoir plein de perspectives sur le sujet d'aujourd'hui. Hein. Il y aurait pu avoir quelqu'un du milieu de la santé ou de la criminalisation ou de la justice. Ça aurait été tout étant pertinent d'inviter quelqu'un hein, du milieu de la santé, du milieu carcéral, qu'une enseignante. Ce sont toutes des perspectives qui sont complètement valides. Et bien, évidemment, une table ronde avec chacune de ces personnes-là aurait été extrêmement intéressant pour une discussion. Mais je vais faire ma petite part. On y va.
Donc, on commence avec le contexte historique de la colonialité. Ça commence bien relax. Donc, pour pouvoir comprendre la décolonisation, il faut se faire une mise à jour de la colonisation. Donc, deux auteurs que j'aime beaucoup, selon Tuck et Yang, la colonisation est alimentée par des idéologies spécifiques, comme la suprématie blanche, le christianisme, le capitalisme, l'impérialisme. Jusqu'à là, il n'y a pas de surprise. Ainsi, le colonialisme repose sur un jugement d'infériorité des peuples autochtones, des terres colonisées et exige des colonisateurs qui affirment leur supériorité pour justifier leurs actions. La colonisation est violente et a toujours cours dans de nombreux pays, dont le Canada. Le colonialisme est érigé sur des hiérarchies raciales qui justifient le déplacement, l'asservissement et l'assimilation forcée des peuples colonisés. Je ferme les guillemets. Donc, si on veut utiliser les vrais termes, là, il s'agit d'un véritable génocide qui s'est produit. Mais puisque ce n'est pas la nature de ce webinaire-là, je n'irai pas en profondeur, mais de rappeler son ancrage est essentiel si on veut parler de décolonisation plus tard. Peut-être que ça surprend certaines d'entre vous d'entendre des chercheurs affirmer que le Canada est un pays colonial et qu'il l'est encore. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça entendre ça. Bref, par colonialisme, j'entends la politique ou la pratique qui consiste à acquérir un contrôle politique ou partiel sur une autre nation, à l'occuper avec des colons et à l'exploiter économiquement. Donc, sous cette base-là, le colonialisme, en ce sens, est bien vivant au Canada aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle. Donc, l'expérience vécue par les groupes racisés minoritaires le démontre et le colonialisme reste ancré dans le contexte juridique, politique, économique et régule l'accès ou le non-accès de certaines ressources à certains groupes. Ce qui est intéressant quand on pense au colonialisme, c'est qu'on pense directement aux États-Unis ou aux Caraïbes. On pense rarement que c'est chez nous dans notre cours. C'est vrai que la question raciale est débattue sur plusieurs angles et davantage ailleurs. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et partout ailleurs dans le Canada, c'est plutôt l'inverse. On a plutôt collectivement opté pour un silence politique et social à l'égard de ces questions raciales-là. On n'aime pas bien ça parler de ça. Mais ça ne fait pas en sorte que nos territoires échappent à une histoire de domination raciale. Puis, comme Émilie Nicolas, l'anthropologue, le cite, plutôt que de réaliser ces évidences, on préfère la plupart du temps s'imaginer que la race est un concept qui n'a pas eu d'incidence sur notre histoire, mais seulement sur celle des États-Unis. Fermez les guillemets. On n'est pas si différent que ça que les États-Unis. Et selon une historienne que j'aime beaucoup, Geneviève Doré, elle utilise le concept de l'innocence raciale. Elle affirme que la centralité des mythes de la bienveillance des Canadiens, le fait de dire qu'on est gentil, ça fait vraiment beaucoup partie de notre discours commun. Et l'innocence raciale possède un rôle clé dans le maintien de la suprématie blanche au Canada. Le fait de nier nos histoires et ses impacts est super utile et c'est un outil vraiment puissant pour justifier les actions que certains appellent néocoloniales. Donc, tant qu'on fait semblant que ça n'existe pas, on peut continuer de dire, ben non, tu sais, ça n'existe pas, ça ne se passe pas, puis de ne pas le voir et donc de ne pas le régler. Quand on nomme pas les choses, on peut pas aller de l'avant. Donc, cette innocence raciale, ça équivaut aux gens qui disent que le racisme n'existe plus au Canada ou qu'il n'y a pas de racisme systémique. C'est un refus de reconnaître l'existence et le fonctionnement de la suprématie blanche. Donc, si le terme fait beaucoup peur aux gens, on peut quand même admettre qu'il est évident qu'on vit dans un monde qui est créé par les Blancs et qui sert et favorise les Blancs en premier et avant tout. Si on est contre cette idée de base qui régule au quotidien la vie des gens racisés par défaut, on ne peut pas parler de décolonisation. On est comme bloqué, tu sais. Donc oui, ça provoque un inconfort, mais l'inconfort est la carte d'entrée pour décoloniser son esprit, pour déconstruire des croyances, des stéréotypes. Et c'est un peu la première étape pour reconstruire des nouvelles idées. Et ensuite, peut-être que la décolonisation suivra. Petite parenthèse, là, je sais très bien que le terme blanc fait souvent sursauter les gens, mais pour moi, c'est important de nommer la blanchité parce qu'elle existe.
parce qu'il faut la nommer. On nomme souvent les autres, mais on nomme rarement la blancheté, au même titre qu'on dit les Noirs ou bien pire dans d'autres situations. Donc, le terme blanc ne devrait pas choquer les gens et on devrait plutôt le normaliser. Mais évidemment, ça, c'est ma perspective. D'ailleurs, je tiens aussi à préciser que si la majorité des personnes blanches peuvent pratiquement passer leur vie sans être mises en contact avec des personnes noires ou racisées, l'inverse est vraiment loin d'être vrai. T'sais. Dans le sens que, à l'inverse des personnes blanches, hein, la majorité des personnes racisées, ben, on croise des personnes blanches à tous les jours, là, dans le sens que ce sont nos étudiants, ce sont nos clients, ce sont les personnes qui nous servent à la pharmacie, c'est notre facteur. Donc, le lien en tant que groupe minoritaire que nous avons, leur comportement, qui soit empathique, condescendant, neutre, antiraciste, raciste, peu importe, a un impact sur nos expériences et la manière qu'on évolue dans le monde. Ça aussi, c'est une réalité qui fait partie d'être dans un groupe minoritaire. Pour revenir à la colonisation, le Canada, c'est aussi une colonie de peuplement dans laquelle la colonisation s'est propagée d'est en ouest pendant plusieurs années. Les actions étaient motivées par un besoin excessif de pouvoir, de contrôle des terres, des personnes et des ressources pour obtenir des gains économiques, imposer des modes de pensée et dominer tous les aspects de la vie, finalement. Bien que les peuples autochtones et les colonisateurs, qui eux sont arrivés par vagues à partir des années 1600, sont souvent les deux seuls acteurs principaux nommés là, dans l'histoire du pays, la présence des personnes noires est souvent marginalisée, alors que les Noirs ont toujours fait partie de l'expérience québécoise, mais canadienne aussi, dès les premières explorations jusqu'à aujourd'hui. Les archives le démontrent, les historiens en parlent de plus en plus qu'en 1607, un certain Mathieu d'Acosta, un interprète noir africain qui parlait portugais, français et hollandais, serait le premier noir à être venu au Canada. C'était un homme libre, ce qui ne fait pas la réalité des prochaines personnes noires à arriver au pays là, dans les années suivantes, malheureusement. Qui dit colonialité dit souvent esclavagisme. Donc, la littérature a démontré à maintes reprises la présence des personnes noires ailleurs au pays. Il y a l'ouvrage de Ted Rotland que j'aime beaucoup qui s'appelle Displacing Blackness qui aborde la présence des Noirs en Nouvelle-Écosse. Et il y a évidemment plein d'autres ouvrages qui parlent de l'esclavage dans les autres provinces. L'esclavage a été pratiqué au Canada pendant plus de 2 siècles. Et l'assujettissement avait des unités politiques, économiques, sexuelles et sociales. Ça a été rendu possible principalement parce que les personnes blanches acceptaient l'esclavage comme faisant partie de l'ordre naturel de la société. Les Blancs étaient en haut de la hiérarchie, les Noirs, les Autochtones et les autres étaient en bas, évidemment. Et ça a encore des impacts aujourd'hui dans la vie qu'on vit. T'sais. Nos problèmes sociaux n'ont pas évolué en silo. Ils sont tous ancrés dans notre histoire canadienne. Et ça fait juste 189 ans aujourd'hui que l'esclavage est aboli au Canada. C'est juste une couple de générations quand on y pense. Donc, bien sûr qu'il y a un trauma générationnel. Et vous savez autant bien que moi que les changements sociaux se font très, très lentement. Donc, il y a des impacts qui sont tangibles, concrets, réels. Bon, sur le territoire qui est appelé Québec, l'esclavage a été prouvé grâce aux archives et au Code noir qui était en application de 1658 à 1728. Le Code noir, c'est un livre qui était une ordonnance du roi de la France qui définissait juridiquement la pratique de l'esclavage dans ses colonies. Puis, selon les historiens et les archivistes, il y avait environ 4185 esclaves qui étaient répertoriés en Nouvelle-France. Donc, là, on parle plus du Québec parce que c'est vraiment là que j'ancre mes recherches. Mais 65 étaient autochtones et 35 étaient noirs. Donc, on parle de 2 tiers, 1 tiers. Ces chiffres viennent principalement de Marcel Trudel, un anthropologue qui a beaucoup travaillé sur la question et ça a été repris par beaucoup d'historiens comme Frank Mackay, Daniel Gay, etc. Au Canada, les chiffres de l'Encyclopédie canadienne montrent jusqu'à 64 000 esclaves dans le pays en entier. Évidemment, ce sont juste des chiffres
qui ont été répertoriés. Évidemment, il y en a bien plus. Hein. Les archives, ça a pris en feu dans les églises, dans le sens qu'il y a plein de choses qui sont disparues. Donc, les vrais chiffres, on les aura probablement jamais. Mais ça donne une idée quand même. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a eu moins qu'aux États-Unis ou ailleurs qu'il ne faut pas en parler, que ça ne teinte pas notre histoire. Donc, l'abolition de l'esclavage a eu lieu au Canada en 1834 et l'oppression post-esclavage a continué de décimer la vie des personnes noires et autochtones. Évidemment, ils n'ont pas été traités en égaux du jour au lendemain. Hein. Évidemment, ils ne sont pas encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. On va le voir plus tard là, avec l'imbrication de tous les morceaux. L'émancipation a suivi d'années d'assujettissement, d'injustice institutionnalisée. J'ai toujours de la misère à dire ça, même d'un cours, mes étudiants rient de moi. Puis la continuité du Code noir, hein, ce livre, et la loi Jim Crow aux États-Unis a des impacts encore aujourd'hui. Vous avez probablement entendu parler là, des stérilisations forcées des femmes noires et autochtones au Canada qui ont arrêté que récemment. Donc, c'est vraiment tout ancré dans c'est un héritage du racisme colonial qui a permis ça. Sinon, ces pratiques n'auraient pas eu lieu. Donc, évidemment, les violations se poursuivent. Ça régule l'accès, le non-accès au logement, à l'emploi. Ça entraîne des préjudices qui sont difficiles à mesurer, notamment sur la santé mentale. Et on peut tous se demander qu'est-ce qui a produit ces rapports de pouvoir, puis comment ces traumatismes répétés, endurés de génération en génération, ont des effets encore aujourd'hui. Évidemment, je ne peux pas parler de cette thématique sans parler de Frantz Fanon et Webb Dubois, hein, qui sont les deux pionniers des études critiques de la race. Ils affirment que le point de vue blanc ne se contente pas de prendre acte des corps, mais que ça transforme considérablement la façon dont ces corps, hein, dont les personnes noires, en viennent à se considérer eux-mêmes comme autres dans le processus. Donc, c'est exactement ce processus d'objectification, hein, le fait de traiter l'autre en objet de manière perpétuelle et non en sujet, non en humain. Hein, on s'entend que les esclaves étaient des biens meubles. Ça s'héritait d'une personne à l'autre, carrément, là, comme une chaise et autres. Donc, c'est le fait de traiter l'autre en objet de manière répétée, le fait de le réduire en objet sans pouvoir dans plusieurs sphères de la société, que les rapports de pouvoir sont vraiment partout, hein, et qui intègrent l'emploi, l'école, la vie sociale. Et dans les endroits où est-ce qu'on s'en attend le moins, là, dans les relations amoureuses, il y a des rapports de pouvoir et c'est beaucoup ce que j'ai étudié dans ma thèse d'ailleurs. Donc, c'est toujours surprenant de voir jusqu'à quel point ça s'immisce dans des endroits où est-ce qu'on pense à pouvoir avoir nos défenses basses, mais que finalement, c'est dans des endroits très intimes aussi que le racisme a lieu. Et qu'il y a un risque d'internalisation du racisme et de colonialité par ces personnes noires et bien, évidemment toute personne racisée ou qui a vécu de la colonialité. Puis ça devient une source d'un certain mal-être intérieur, hein, et par conséquent, ça peut créer des potentiels problèmes de dépendance. Parce que s'il est vrai que les personnes profondément tristes ou qui vivent des épisodes difficiles, voire récurrentes et traumatiques, sont plus enclines à développer certaines situations de dépendance pour pallier à un manque, hein, peu importe ce manque. Il est d'autant plus vrai que les personnes racisées, en raison de l'intersection des éléments additionnés au racisme historique, c'est sûr que ça joue un rôle et que c'est d'autant plus complexe. J'ai fait beaucoup de recherches parce qu'évidemment, la thématique de la dépendance en tant que telle n'est pas ma spécialité première, mais selon un outil numérique magnifiquement bien fait qui s'appelle Trouve ta source, j'ai regardé les 4 causes liées à la dépendance. Je trouvais ça intéressant de les nommer. Évidemment, les gens qui étudient le certificat sur les dépendances sont déjà au courant, mais pour les gens qui sont un peu plus loin de ça, je pense que ça vaut la peine de se remettre un petit refresh. La première était les antécédents familiaux. Ça disait que la génétique détermine 50% des risques qu'une personne développe une dépendance.
Ensuite, ça disait un manque d'aptitude face au stress. Ça peut être momentané. Ce n'est pas nécessairement une facette identitaire de la personne ni une faiblesse intrinsèque. Il faut faire attention là, quand on parle de manque d'aptitude face au stress. Ça peut devenir très pathologisant et très essentialiste. La pensée négative, hein, le ruminement avec les réseaux sociaux, hein, c'est bien pervers. Hein, on le sait tous que quand on suit certains contenus, on est nourri avec du contenu similaire et ça nourrit la pensée circulaire, hein, l'espèce de echo chamber. Et le trouble anxieux et la dépression, un épuisement fonctionnel, là, qui soit traité ou non. Donc, c'était les 4 facettes qui étaient nommées. Donc, je passe à la décolonisation. En tant que bloc. Donc, la décolonisation, c'est vraiment un mouvement selon York University, parce que là, ce n'est pas ma définition. On va redonner les droits aux gens qui le méritent. Selon York University, la décolonisation désigne le mouvement social et politique en faveur de l'autodétermination des Autochtones et la libération de tous les humains et non-humains de l'oppression des systèmes, institutions, logiques et pratiques issues du colonialisme. Fermez les guillemets. La décolonisation, c'est des actions concrètes et non des paroles performatives qui paraissent bien. Bon, là, la Magali critique s'en vient. Il y a plusieurs manières d'approcher la décolonisation. Il y a celle qui est faite de manière bottom-up, hein, donc des gens issus des groupes ayant été colonisés vers des actions concrètes, donc à l'état micro ou macro, hein, donc à petite ou grande échelle. Puis il y a la décolonisation de type top-down, hein, où est-ce que c'est les gouvernements, les institutions qui posent des gestes allant dans le sens d'une certaine décolonisation. Je sais que plusieurs initiés de la question qui sont présents ici, je ne vous connais pas, mais vous avez toute votre opinion par rapport à la décolonisation, doutent profondément de ce concept. Puis je suis d'accord que le terme décolonisation est devenu un buzzword super à la mode, bien pratique, tout comme l'intersectionnalité que je vais aborder plus tard. Tout autant pour les secteurs d'aide, hein, en coopération, en développement international, que dans nos institutions d'enseignement et dans certains paliers gouvernementaux. Donc, il faut faire attention. Je ne m'étendrai pas du tout sur la décolonisation du point de vue institutionnel. Je vais plutôt vous parler de qu'est-ce que je trouve accessible. Mais je vais me contenter de souligner que toutes les universités, hein, Moncton en fait partie, ainsi que plusieurs organismes gouvernementaux, privés à gros volume, se sont récemment dotés d'une politique de décolonisation. On peut se poser des questions. Hein? Est-ce que les politiques sont réelles, efficaces, performatives, instrumentalisées? Est-ce que c'est un mode discursif? Peut-être. Est-ce que les statuts d'hommes ayant possédé des esclaves qui siègent sur les campus universitaires, hein, comme à l'Université d'Ottawa, pour ne pas la nommer, sont en processus d'être enlevés hein, par respect pour les étudiants autochtones? Dans le sens que des actions doivent suivre les politiques. C'est ça que je veux dire. T'sais. Donc, j'ai mes opinions sur la chose et ça pourrait faire l'objet d'une conférence en entier. Mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder les actions concrètes qui sont posées dans les projets décoloniaux de ces institutions. Je vais juste nommer les travaux de Karine Cohen-Sanchez, qui est une chercheure haïtienne à l'Université d'Ottawa qui travaille énormément sur la thématique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ces travaux. Puisque les institutions d'enseignement supérieur ont été construites sous un mode colonial, hein, vous le savez, hein, les femmes, les personnes de couleur n'étaient pas du tout dans le projet des institutions d'enseignement supérieur quand elles ont été construites. Hein, on essayait même de leur en empêcher. Il y a un mode colonial, il y a des attitudes qui se perpétuent à plusieurs égards. Hein. Notamment des pratiques que j'ai vues moi-même, hein, des espèces de nivellement vers le bas de certaines notes et diplômes d'étudiants internationaux, par exemple. Hein, donc, il faut faire attention. Il y a des choses qui se passent, puis il ne suffit pas de célébrer les fêtes nationales d'un pays d'où proviennent les étudiants pour être décolonial. Donc, il faut vraiment appliquer nos politiques jusqu'au fond. Donc, ce que je veux vous parler, c'est d'une décolonisation qui est accessible par des gestes qui nous responsabilisent individuellement plutôt que de remettre le pouvoir
totale dans les mains du gouvernement ou des institutions. Les deux sont nécessaires, là, et doivent fonctionner en parallèle, mais je préfère me concentrer sur ce qui est en mon pouvoir. Donc, il est possible de poser des gestes en ce sens, puis pour moi, la décolonisation est comme une manière de activement et continuellement déplacer le récit et les actions des personnes concernées vers le centre. Hein? Au lieu que les groupes majoritaires parlent des groupes minoritaires, ben, d'apporter les groupes minoritaires et de les mettre au centre et de les laisser parler de leur situation. Redonner la parole aux personnes issues de ces groupes dits minoritaires, parce que l'histoire est toujours écrite par la vision des gagnants ou de la majorité. Donc, il manque des morceaux de casse-tête. Ce n'est pas une coïncidence hein, que l'histoire du génocide des peuples autochtones soit romancée ou absente des curriculums d'histoire des jeunes au secondaire. Hein. La décolonisation, elle est d'intégrer justement ces petites parcelles, ces petits morceaux de casse-tête qui ont toujours été présents, ils ont toujours été présents, mais qui ont volontairement été extraits du savoir collectif hein, pour dissimuler les rapports de pouvoir. Donc, soit en ayant des personnes autochtones qui racontent leur facette de l'histoire, même chose quand vient le temps, je ne sais pas comment vous dire, quand quelqu'un vient vous expliquer un conflit, puis que vous connaissez les deux personnes du conflit, si vous avez juste une version des faits, puis que vous vous prononcez, il y a un parti pris. Il faut avoir les deux versions de l'histoire avant de commenter, sinon c'est de prendre position sans le vouloir. Donc, c'est un peu la même chose dans cette situation-là. On ne peut pas avoir juste la version des gagnants. Le problème actuel avec la décolonisation, c'est que le débat est vraiment centré de manière unilatérale sur les discours, les besoins et les réalités des groupes dominants. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être eux qui nous disent qu'est-ce qu'ils ont besoin et l'appliquer. Une autre manière d'avoir une pratique décoloniale efficace, c'est de porter une attention à qui on cite dans nos travaux hein, et qui on fait lire. Évidemment, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en tant qu'enseignante dans nos syllabus. Par exemple, dans le cadre du webinaire sur les dépendances, si les lectures obligatoires sont toujours des classiques, on risque fort de tomber sur des hommes blancs, des institutions de santé gouvernementaux qui ont des billets dans leurs travaux, hein, parce que nous en avons tous. J'en fais partie. J'ai mes billets et je les assume complètement. Là. On est le produit de notre société et de notre positionnalité. Ça fait partie du truc. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller à l'extérieur chercher plus d'histoire pour confronter nos idées. On sait très bien que les institutions de santé ont fait des tests médicaux longtemps sur les personnes noires et autochtones. Donc, de lire que ça peut être problématique. Il y a des facettes qui vont nous manquer quand c'est le temps de lire par rapport à la dépendance. Donc, si on va sur Google, qu'on écrit « femme, dépendance, femme noire », avant qu'on tombe sur un article écrit par une personne racisée, ça peut être très, très loin dans les algorithmes. Donc, mettre de l'avant les voix des personnes, parce qu'on ne tombe pas par hasard. Oui, c'est être décolonial et oui, ça demande plus de travail. La pratique de citation dans nos travaux, dans nos cours, c'est un exercice qui est politique, qui est une action décoloniale, qui est accessible. Nos institutions d'enseignement, c'est des endroits de prédilection pour remettre en question, réviser les hypothèses, les idées, les valeurs, les pratiques qui reflètent l'influence eurocentrique et dominante du colonialisme. La décolonisation passe par la critique des visions eurocentrées du monde, hein, notamment la suprématie blanche, l'impérialisme, le capitalisme, etc. Et la décolonisation reconnaît l'interdépendance des groupes opprimés par le colonialisme et met la diversité des savoirs des groupes au service du rétablissement de la souveraineté de ces groupes-là. La décolonisation, ce n'est pas un processus linéaire. C'est plutôt une approche collective, multidimensionnelle, super complexe, qui informe les principes et les pratiques institutionnelles, qui oriente des stratégies, puis qui redistribue les ressources, hein, de manière à créer des conditions de transformation des relations sociales et politiques avec les groupes concernés. Une autre action décoloniale qui est simple, surtout en relation d'aide, c'est d'appeler les groupes minoritaires par le nom qu'ils utilisent pour se nommer eux-mêmes.
quand vous êtes thérapeute et que vous travaillez avec un groupe minoritaire, un groupe marginalisé, demandez comment ils préfèrent se nommer et un peu la moindre des choses, au lieu de prendre pour acquis. Je sais que ça a l'air simple, mais on fait l'erreur tout le temps. Dans le sens, moi, j'habite sur le territoire non cédé des Wolastoquk, qui est anciennement le territoire appelé des Malécites. Ils le disent, anciennement appelé Malécites. Donc, continuez à appeler ce groupe-là, ou bien pire, les appeler des Indiens, entre guillemets, tandis qu'ils se réapproprient leur nom est violent et extrêmement colonial. Faire l'inverse démontre une action de réappropriation et de connexion. Vous comprenez l'idée. Même chose avec les autres groupes. Je pourrais nommer l'exemple du terme berbère, c'est colonial, ça vient de barbare. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il est plus judicieux d'utiliser le terme que les gens utilisent, qui est amazir, par exemple, et de faire ses recherches au lieu de réutiliser des termes qui sont coloniaux. On rentre dans la dépendance, bien sûr, parce qu'il faut. Puisqu'on a une histoire de colonialisme et qu'on est dans une ère de décolonisation qui est nécessaire, je vais essayer de démontrer comment le racisme structurel est un système. C'est un système à l'échelle de la société qui permet nos politiques publiques, à nos normes et nos pratiques institutionnelles de perpétuer les inégalités dans plusieurs sphères de la société et que ça peut être un élément déclencheur de certaines dépendances. Bon, c'est quoi la dépendance? Les gens qui étudient la question, vous êtes déjà au courant, vous auriez pu donner ce petit bout du webinaire. Mais pour les autres personnes présentes ici, la dépendance, ça se traduit par un besoin incontrôlable de consommer une substance ou d'effectuer certaines actions. Puis lorsque ce besoin est assouvi, ça procure un certain plaisir, un certain bien-être. Au contraire, quand il ne l'est pas, ça crée un sentiment de manque, on a le craving qu'on appelle souvent, dont les conséquences peuvent être plus ou moins importantes selon le niveau de dépendance auquel la personne est confrontée. D'ailleurs, j'ai appris en faisant mes recherches dans le DESM-5, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, que l'ouvrage de référence ne parle plus de dépendance ou d'abus, mais plutôt du trouble de l'usage. C'est intéressant de voir comment culturellement les mots évoluent dans le domaine, puis c'est important de s'y mettre à jour. J'espère que je ne me trompe pas. Ça sera à valider, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc, si on associe souvent la dépendance à des consommations de substances psychoactives, on peut également observer d'autres formes de dépendance comportementale. Les jeux d'hasard, les jeux sur Internet, sur les applications, les activités sportives, le sexe, les technologies, les réseaux sociaux, cellulaires, la consommation, tout ce qui est achat compulsif, l'alimentation, la dépendance affective, le travail. Oui, on peut parler d'un épuisement de trop plein de travail, mais ce que je voulais vraiment parler, parce que je lis ça avec les sujets que j'ai parlé précédemment, je voulais spécifiquement parler de cette recherche du rêve américain que l'Occident vend aux futurs et aux nouveaux arrivants, qui leur est peu accessible comme réalité à court moyen terme, notamment à cause du racisme systémique. Et cette dépendance au travail, de courir après quelque chose qui n'est pas accessible à cause du système, peut devenir extrêmement limitant, pour prendre un terme neutre. Donc, je ne vous apprends rien en disant que le sujet est tabou et stéréotypé. Le stéréotype veut nous faire croire que ça arrive seulement à des gens qui sont tout croches, qui sont pauvres, ou peu importe, plein de présuppositions négatives. Fait que ça peut être difficile de comprendre l'autodestruction si on ne s'y intéresse pas réellement théoriquement ou si on n'est pas nous-mêmes pris avec des dépendances. Idéalement, l'idéal, ce n'est pas d'être pris soi-même avec une addiction pour développer une empathie à ce sujet. Mais bon, je pars du postulat que la dépendance fait des victimes dans tous les milieux, de toutes les classes sociales, sexe, genre, etc. Et je veux mettre en lumière l'intersection spécifique de la race, des femmes et de la dépendance. Donc, c'est à ce moment que je partage mon petit lien dont je parlais au début pour les gens qui sont arrivés super tôt. Donc, où est-ce qu'il est? Donc, je vous envoie pour les gens qui sont restés devant leur ordinateur, leur téléphone,
avant de parler de cas spécifiques de dépendance et des femmes noires, il m'est nécessaire d'aborder le concept d'intersectionnalité. Je ne ferai pas du tout un historique du concept ici, hein, autre que de rappeler que c'est grandement utilisé dans nos institutions et que ce concept provient des femmes noires. Le discours commun aime dire que Kimberly Crenshaw a inventé le concept dans les années 80, mais il serait plus judicieux de dire qu'elle a popularisé le concept. Cette réalité était vraiment d'imbrication des oppressions, était largement décrite par les femmes noires dans nombreux écrits précédant les travaux de Crenshaw, hein, notamment dans des travaux de femmes jamaïcaines dans les années 40, 50, 60. Donc, elle a popularisé le terme. C'est encore une question de privilège. Hein? Crenshaw est juriste, donc elle a eu la notoriété de mettre un concept sur la table, mais c'était des femmes grassroots qui en parlaient déjà. On voit ça avec tous les concepts, finalement. C'est politique, tout ça. Donc, à défaut de vous avoir fait un PowerPoint, vous pouvez aller voir sur Internet la roue pour avoir un visuel de ce que je vais expliquer à l'instant. Donc, comment on doit lire la roue? Hein? C'est que c'est avant tout un outil d'analyse pour comprendre les intersections qui met en place certaines expériences particulières hein, d'oppression et de privilèges. Donc, les différentes oppressions, hein, c'est toutes des pointes de tarte que vous voyez, sont vécues simultanément, ne sont pas dissociables les unes des autres. Donc, on ne peut pas être des fois pauvre, des fois neurodivergent, des fois homosexuel. Toutes ces facettes-là sont vécues comme des impressions qui s'imbriquent et se renforcent mutuellement. Ça, c'est important. Malgré la croyance populaire, ce n'est pas une accumulation d'oppressions. Hein? Ce n'est pas un au top de l'autre. Elles interagissent ensemble. Sinon, ce serait plus simple de les abolir une après l'autre, mais elles se renforcent. Les systèmes doivent être combattus simultanément. Ils ne peuvent pas être hiérarchisés. Et on peut utiliser cet outil d'analyse individuellement ou à la hauteur de la société pour comprendre les problématiques sociales. C'est dans cet ordre d'idées-là, avec cette lunette analytique, qu'il convient d'observer la conjoncture de décolonisation, femmes et dépendance. Donc, pour rendre concret notre sujet aujourd'hui, j'ai fait des recherches approfondies sur la question, puis je suis tombée évidemment sur des statistiques, notamment une recherche qui explore les addictions principalement de drogues et substances chez les femmes d'origine caribéenne, africaine au Canada, qui affirme que dans les pays occidentaux, hein, les minorités racisées sont plus susceptibles d'être confrontées à des facteurs de stress structurels et sociaux qui entraînent des disparités en matière de santé et exacerbent un mauvais état de santé. Donc, les Africains, les Caribéens, les Noirs, en particulier les immigrants et les réfugiés, sont confrontés à plusieurs défis et des problèmes tels que la barrière linguistique, hein, les politiques d'immigration exclusive, la pauvreté, le chômage, le manque d'accès aux soins de santé, etc. Et les recherches confirment que les inégalités sociales contribuent à compromettre la santé mentale des personnes racialisées. Puis, c'est dans des conditions de vulnérabilité comme ceux-là, puis en fonction de différents facteurs de dépendance, que ça peut avoir des effets sanitaires, sociaux à court et à long terme. Je ne les nommerai pas tous, là, mais la perte des enfants, l'isolation, des crises cardiaques, l'itinérance, la perte d'amis, hein, la perte de contrôle, la perte d'emploi, etc. Même si les dépendances ne sont pas toujours reliées à une situation dramatique hein, au niveau de la santé ou sociale, allant jusqu'à l'incarcération, je voulais faire une parenthèse sur la question parce qu'elle est malheureusement trop centrée, est trop présente là, au centre de la réalité des personnes noires. Et je trouvais intéressant que le 49e rapport annuel du Bureau de l'enquêteur correctionnel au Canada, en 2022, je crois, il nous dit que les Noirs sont nettement surreprésentés dans les services correctionnels et que leur situation est mauvaise, à certains égards pire qu'en 2013, donc il y a 10 ans. Surreprésentés parce que les Noirs représentent 9,2 % de la population carcérale au Canada. 9,2. Mais ils représentent seulement 3,5 % de la population canadienne en général. Donc, il y a un débalancement majeur. Puis, il s'agirait d'une condition colorblind. C'est un terme qui ne se traduit pas très bien jusqu'à présent. Quand je parle de colorblind, je ne parle pas de daltonien, mais bien du concept qui fait référence à la croyance selon laquelle les stéréotypes raciaux d'une personne n'influencent pas le traitement juridique ou social qui lui est réservé dans la société. Donc, le document là, du Bureau
d'enquêteurs correctionnels, affirme qu'un tiers des incarcérations ont un lien direct avec la possession, la consommation ou la revente de médications illégales. Et je voulais aussi partager que Elena Hansen, une professeure directrice d'un centre de médecine sociale, elle dit que depuis plus d'un siècle, la presse populaire et les hommes politiques font circuler des images des Noirs comme étant dépendants, dangereux. Et ces images racialisées ont eu un impact réel sur les politiques de criminalisation de la drogue. Elle ajoute qu'en 1914, des journaux comme le New York Times rapportaient que les Noirs accros à la cocaïne attaquaient leurs supérieurs blancs, violaient les femmes blanches. Et ces images ont conduit à des lois sur les stupéfiants et à des politiques de répression de plus en plus strictes dans les communautés noires qui perdurent encore aujourd'hui. C'est fermer les guillemets. C'est clairement un des multiples héritages du racisme colonial. Elle termine en disant « Pendant tout ce temps, les Blancs de la classe moyenne ont bénéficié tout au long du siècle dernier à un accès total aux stupéfiants médicaux prescrits par les médecins privés en grande quantité. » Puis là, elle continuait, c'était super intéressant. Mais tout ça est ancré dans une suite logique qui perdure de la colonisation. Puis pour ne pas rentrer, sans tomber dans un sophisme, j'avais juste envie de lancer cette réflexion-là dans les airs, puis de dire, considérant que la dépendance qui est déjà mécomprise, quand il s'agit d'un groupe minoritaire, considérant qu'il y a des amalgames glissants provenant de stéréotypes raciaux qui peuvent être à la source de traitements symboliques et matériels plus sévères par les autorités, est-ce qu'une réflexion collective plus approfondie sur ces questions nous permettrait de mieux supporter les gens pris aux situations de dépendance plutôt que les incriminer? Bon, poser la question, c'est y répondre, mais je pense simplement qu'une autre raison pour laquelle il faut décoloniser les esprits à tous les niveaux. Les autorités policières, les thérapeutes, les enseignants sont nécessaires pour supporter les populations racisées prises avec des dépendances. Je donne une autre perspective. je vais dépasser un petit peu, mais j'arrête bientôt, promis. Cassandra Frédéric, qui travaille pour le Drug Policy Alliance, elle dit qu'elle s'efforce à créer des coalitions visant à modifier différentes politiques en matière de drogue. Mais avec l'épidémie actuelle d'opioïdes, ça pose un problème majeur. Les communautés de couleur ont du mal à participer aux discussions sur les politiques en matière de dépendance ou à faire reconnaître leurs problèmes. On ne veut pas les écouter, on les réduit à des consommateurs, on dit qu'ils ne sont pas crédibles, on dit que c'est dur de travailler avec eux. Donc, de cette façon-là, on les place en tant qu'incapables, passifs face à la problématique. Pendant ce temps-là, des décisions sont prises et ont des effets directs sur leur vie et la majorité du temps, c'est fait avec une lutte de stéréotypes raciales plus ou moins forte, dépendamment de l'acteur décisionnel ou de l'actrice décisionnelle, bien sûr. Comme abordé au début du webinaire, inclure la voix des gens concernés est primordial pour envisager une approche décoloniale dans les services d'aide et de soutien. Tant que c'est ignoré, qu'il y a un long traumatisme historique chez les communautés, on ne pourra pas avancer. Puis, le docteur Joy DeGruy, dans son ouvrage « Post-Traumatic Slave Syndrome », il aborde cette histoire de trauma ancrée de manière générationnelle. Puis, il explique que ça laisse des traumatismes encore aujourd'hui, de génération en génération. Et il travaille de pair avec Monica Hinton, qui prétend que c'est l'équivalent d'un PTSD, dans le fond. Donc, une atteinte neurologique qui se transmettrait de manière générationnelle et qui sont des obstacles réels dans la vie de tous les jours. Elle appelle ça le PTSS, qui serait le Post-Traumatic Slave Syndrome, un terme qui est maintenant reconnu mondialement par le docteur Joy DeGruy, ou je m'excuse d'avoir massacré son nom, c'est clairement pas comme ça qu'il le nomme. Mais le PTSS, moi les acronymes, ça me mêle tout le temps, ça représente des similitudes avec le diagnostic du syndrome de stress post-traumatique, qui peut être une source de dépendance et qui a plusieurs signes que je n'énumérerai pas parce qu'on n'a pas le temps et que je dois m'arrêter. Mais celui qui standait out pour moi, c'était une apparition d'un engourdissement émotionnel qui est appelé un manque d'estime, qui inclut des sentiments de désespoir, de dépression, une attitude générale d'autodestruction qui concorde avec la dépendance. Donc, je pense qu'on bénéficierait vraiment à pousser les recherches et à mettre en relation ces éléments-là qui ne sont
pas penser de manière multidisciplinaire et à faire avancer la recherche, puis de se poser davantage de questions. Donc, voilà, je vois Marie-Frédérique qui revient, donc ça veut dire qu'il faut que je me taise. Non, c'est pas de te taire, Magali, mais wow! J'ai vraiment appris beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, je parle mais, beaucoup. mais merci. Merci beaucoup, Magali. On aimerait t'entendre encore longtemps, mais je pense que les gens, puis je vais passer la parole à Joanie, mais je pense que les gens ont soif d'en apprendre plus, puis ont des questions, Joanie. Oui, oui, ben merci beaucoup, Magali. Puis comme Marie-Frédérique l'a dit, c'était super intéressant. Puis juste avant je vois qu'il y a déjà des gens qui ont la main de lever, mais on aurait pu en apprendre plus. Mais si vous êtes intéressé à en apprendre plus, le certificat sur les dépendances est toujours offert. Donc, n'hésitez pas à participer à notre session d'information. Donc, je vois qu'on a 3 mains de levée. Alors, je vois que Joël a la main levée. Allez-y. Oh, il y a plein de gens qui me disent merci, vous êtes gentils. On vous entend pas. Peut-être qu'on peut passer à la prochaine en attendant. Nathalie? Allô, m'entendez-vous? Oui. Oui, OK. Je peux pas allumer ma caméra, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis pas technique comme ça, là. Moi, je voulais juste dire merci beaucoup, c'était vraiment très excellent. J'ai pas joint le webinaire pour entendre vraiment parler de la partie dépendance. Moi, c'était plus la partie décolonisation que je voulais écouter, puis j'ai trouvé ça vraiment excellent, ce que tu as dit, les 2 premières parties. Je voulais savoir, est-ce que c'est possible de partager la vidéo avec d'autres gens? Est-ce que c'est correct qu'on fasse ça? Oui? Je OK. crois il va être sur le site de l'université gratuit et accessible comme tous les autres webinaires qui ont été faits sur la question. Ouais. OK, Exact, c'est parfait. oui. C'est parce que je fais partie d'un groupe ici à l'Université de Moncton qui s'appelle Réconcilie Action. OK, super. On parle de décolonisation, réconciliation, comment est-ce qu'on peut faire les choses ici à l'université. Ça fait que j'aurais voulu partager cette vidéo-là dans notre groupe parce que je pense que c'est pertinent. Fait que, en tout cas, c'était juste ça. Je voulais m'assurer que c'était OK avant de partager. Il y a mon consentement. Allez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vois que Laura a la main levée. Oui, bonjour tout le monde. Merci Magali pour la présentation. Moi aussi, j'aimerais, si c'est possible, partager l'enregistrement avec mes collègues. Dans le fond, moi, je travaille dans un organisme en réduction des méfaits à Montréal. Donc, on travaille auprès de populations qui consomment des substances psychoactives, mais nous, on travaille dans les milieux festifs. Donc, oui, la dépendance, c'est une réalité, mais ce n'est pas notre focus principal. Et puis, on est en train de travailler sur des formations autant pour nos intervenants, en fait, avant tout pour nos intervenants, pour qu'ils soient mieux outillés pour intervenir auprès de populations racisées, justement. Puis je pense que moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans le webinaire, c'est le concept de post-slavery syndrome, traumatic syndrome. Puis je voulais savoir si tu avais des ressources que tu nous conseillais pour pouvoir peut-être plus approfondir cette notion-là, parce que je pense que pour nous, ça serait vraiment central dans nos futures formations. Je vais te trouver les liens des livres que je vais mettre là. Ça se peut que ce soit des liens Amazon, puis comme achetez-les ailleurs là, par éthique, mais je vais les mettre. Toutes les sources que j'ai prises là, par rapport aux gens que j'ai cités brièvement, là, je vais les mettre en rafale dans le chat, donc peut-être regarder ces outils-là. Merci beaucoup. De rien. Merci. On peut réessayer Joël? Puis, Sinon, si je n'ai pas le temps de toutes les mettre sur le lien avant que la conversation finisse, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce que je vais pouvoir les déposer? Parce que, tu sais, ça va peut-être me demander un peu de recherche, là. oui, Magali, tu peux certainement nous l'envoyer directement à moi ou Marie-Frédérique, puis nous, on pourra s'assurer de faire l'envoi dans le courriel de suivi.
OK, super. Je vois que ça ne fonctionne pas pour Joël. Donc, peut-être poser la question dans le clavardage ou ajouter le commentaire dans le clavardage. Et finalement, on a Sophie qui a la main levée. Oui, moi, c'est une question un peu large, mais c'est une conversation que j'ai beaucoup avec mes étudiants, la décolonisation et tout ça. Je travaille avec des futurs psychologues et je me demandais, c'est vraiment large comme question, là, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à une personne qui nous dit que le décolonialisme, c'est pas quelque chose qui est réaliste? Ben, tu sais, c'est difficile de me demander ça à moi parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, je comprends pourquoi les gens disent ça. C'est tellement ancré dans notre système, le système est tellement fort qu'on est obligé de leur donner, là, ils ont bien pensé leur affaire. Là. Ça marche en maudit. Là. La différence entre la décolonisation qui est comme top-down, qui arrive des gouvernements, puis celle qui est bottom-up, qui fait partie des communautés, puis qui font des actions à l'état micro. Parce que je crois vraiment plus que ça peut move the mountains, tu sais, quand ça provient du bas, puis que c'est à l'état micro. Puis je pense que quand on travaille auprès de nos communautés, puis qu'on fait des actions concrètes à tous les jours de manière individuelle, ça a beaucoup plus d'impact que d'attendre que le gouvernement abolisse. Tant qu'on est dans un système capitaliste, là, on va rester colonial, on va rester raciste, parce que la hiérarchie de race fonctionne ainsi. Pour que le capitalisme fonctionne, il faut qu'il y ait du monde en haut puis du monde en bas. Puis le monde en haut puis le monde en bas, ben on sait c'est qui. Fait que, tu sais, oui, le projet de décolonisation, à l'échelle systémique, j'y crois pas moi-même, tu sais. Puis moi-même, je me définis pas comme une personne qui est décoloniale. J'en ai pas parlé, parce que j'ai pas eu le temps, mais à tendance décoloniale parce que j'ai des doutes par rapport à ça et parce que pour moi, tant que je vais parler français, anglais, qui sont deux langues coloniales, tant que je vais faire mes recherches dans des langues coloniales, je pourrais pas me dire décoloniale. La journée que je vais écrire en créole, mon père est haïtien, là, je vais pouvoir dire que je fais des travaux qui sont décoloniaux. C'est très radical comme pensée, mais c'est la mienne. Donc, je ne t'aide pas beaucoup là, parce que finalement, je n'ai pas de réponse, mais je pense que c'est bien de différencier ce que nous, on a comme pouvoir. Puis, c'est ça, qu'est-ce qu'on laisse dans les mains des autres. Là, mais je sais que c'est décourageant, je suis désolée. Merci, non, c'était vraiment une bonne réponse. Merci. Ben, merci, bonne chance avec le partage de cette réponse avec tes étudiants et étudiantes. Merci. Joël. Joël, Ah, on va bon, se cotiser pour t'acheter un nouvel ordi. Ça ne marche pas, le micro. ça ne fonctionne pas, non. Écrit dans le clavardage pour la question. Ah non. C'était trop long. Ah, OK. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Ah, oui, Nathalie? Je voulais juste rajouter sur le dernier point que Magali vient de discuter, là, décoloniser, là, c'est le travail d'une vie entière. Ah, certainement, Puis certainement. plus que chaque membre d'une société va le faire, à un moment donné, la société va arriver à être décolonisée. Mais c'est pas demain que ça va se passer. Ça fait qu'il ne faut pas qu'on se décourage, parce que si nous autres, on se décourage, la prochaine génération, elle ne sera pas moins décolonisée que nous autres. Ça fait qu'il faut qu'on continue dans cette même veine-là. Tu vois, je dis que je parle souvent de ça, puis dans mon livre, j'appelle ça porter le flambeau. Si on ne le porte pas, le flambeau, dans 15-20 ans, la lutte, on va l'avoir oubliée. Tu sais, la raison pour laquelle le féminisme avance, l'antiracisme avance, c'est qu'il y a des gens qui portaient le flambeau il y a 100 ans, 50 ans, 20 ans. Ouais. Je vais mourir, le racisme va exister encore, Ouais. mais je vais avoir porté mon flambeau. Mais si on l'échappe, le flambeau, c'est mort. Là. On va revenir dans une dictature. Ouais. Là. Effectivement, Donc, moi j'emprunte la notion des peuples autochtones que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour les 7 prochaines générations. En effet, oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je vois que Joël a écrit dans le clavardage, Magali, si jamais que tu veux aller lire. Oh.
Elle dit que ses parents Il y a sont plein de choses haïtiens, à je suis chiffre. Ah oui, d'avis. que décolliser est impossible. Oui, et puis l'histoire d'Haïti a toute sa complexité elle-même, tu sais, pour être biraciale. Je n'utilise pas métis, hein, parce que, hein, vous le savez, c'est un terme légal pour communauté autochtone au Canada. Donc, même si tout le monde utilise métis, j'utilise biracial. C'est toute une affaire, là. Tu sais, oui, en tout cas, j'embarquerai pas là-dedans. Mais, ouais. Ouais. Parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Parfait, mais je vois que il n'y a pas d'autres questions, puis il est déjà 1 heure. Donc, ben, merci beaucoup, Magali, d'avoir pris ton temps pour venir faire le webinaire. C'était super intéressant. Je pense que les gens sont soif d'en apprendre davantage également. Donc, si jamais vous êtes intéressé, comme j'ai mentionné en début de présentation, le webinaire est présenté dans le cadre d'un certificat sur les dépendances. Donc, il y aura une session d'information ce jeudi à midi. Alors, si vous souhaitez participer, le lien vous sera également envoyé. Magali offre un cours dans le certificat, donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc, sur ça, ben, merci beaucoup. Puis, je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Merci. Bye bye. Je vous fais suivre les liens promis. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée.